est-ce que les chaînes comme Netflix ou autres, est-ce que c'est pas embêtant pour les magasins Alors, en fait, de toute façon, on peut rien y faire, hein, mais après, c'est une question de goût et d'appréciation aussi. Moi, j'avais un peu au début, j'étais pas très fan. Bon, maintenant, j'ai Netflix comme tout le monde parce que d'abord, t'as pas le choix. S'il y a certains trucs que tu veux voir, tu peux les voir que là. L'inconvénient majeur, c'est qu'il y a des films qui mériteraient, ou des séries d'ailleurs, qui mériteraient une sortie physique pour avoir l'image HD la plus belle et avoir plein de bonus et que les gens puissent les conserver, qui ne sortent plus. Parce que la plupart des gens que ça intéressait l'ont regardé comme ça et vont pas aller au-delà, quoi. Donc les Américains le font un peu, les Anglais encore plus. Tu as des séries Netflix ou des séries diffusées par Netflix qui sortent encore en support physique. En France, c'est quasiment plus le cas, quoi. Là, il y a eu juste cette exception pour les films, en tout cas avec le Roma de Cuarón, là, que Criterion a sorti, qui a sorti une édition distribuée par Warner en France qui est la même, sous-titrée, doublée, etc. Mais c'est un peu l'exception. La plupart des films qui sont achetés et produits par Netflix, enfin, surtout ceux qui sont produits, ne sortent pas en support physique et le seul moyen de les voir, à part en les piratant, c'est de les voir sur Netflix. C'est que sur les Blu-ray, DVD qu'on voit derrière toi, il y a quand même des suppléments qu'on peut pas avoir avec un film qu'on regarde à la télévision. Ben non, bien sûr, sur le support physique qui maintenant est retourné dans sa niche, enfin, ça fait bizarre, ça retourne dans sa niche, mais quelque part c'est ça. En fait, la grosse différence maintenant, la plus importante à mon avis, c'est qu'avant, les majors avaient les droits, toujours les droits de leurs films, et éditaient du support. Mais éditaient du support de masse, donc bon, des fois tu as les éditions collector, sympa, et puis des fois, voilà, juste le film. Et tous ces films que d'autres éditeurs plus spécialisés, plus fans, auraient pu traiter différemment, il n'y avait pas accès. Alors que maintenant, ça commence à se libérer de plus en plus, puisque pour la plupart des majors, sortir un film sur support physique, commercialement, ça n'a aucun intérêt à leur niveau. Et donc ça permet justement d'avoir des éditions collector qui soient à la fois aussi un objet sympa, et avec un gros contenu, quoi. Des livrets, même carrément des livres vendus avec, ce qui arrivait quasiment jamais avant. Et ça, c'est pas la meilleure arme contre le piratage ? Ben oui, mais en même temps, on est obligé de parler cinéphile quand même, tu vois. C'est-à-dire que la plupart des gens, malgré tout, ce qui va les intéresser, c'est de voir un film, quel qu'il soit, quel que soit leur goût. Ensuite, éventuellement aller voir des bonus, une interview, ce genre de choses. Mais à chaque fois qu'il y a eu des sondages, on s'aperçoit que le principal, c'est d'avoir vu le film. Sans même parler de qualité d'image, même si beaucoup de gens y sont sensibles, heureusement. Et alors après, les bonus, le livre éventuellement à lire derrière, il faut vraiment être cinéphile et fan du film, quoi, tu vois. Donc ça limite... Enfin, je veux dire, ça peut pas avoir un impact au-delà de celui que ça a déjà actuellement, quoi. En fait, Parce que voilà, ça reste pour beaucoup de gens, et c'est vrai quelque part, même si c'est pas uniquement ça, ça reste un divertissement, quoi. Et ce qui est presque paradoxal, c'est la multiplicité des nouveaux éditeurs. Alors en France, on en voit créer plusieurs par an. Ouais. Donc il y a effectivement ce catalogue des majors qui devient réexploitable. C'est la seule explication, selon toi ? Il y a donc ça, c'est l'explication principale. C'est-à-dire que les éditeurs ont accès à des tas de films qu'ils n'auraient pas eu accès avant. Il y a aussi le fait que comme pas mal de cinéastes aussi, pas mal d'éditeurs sont des cinéphiles et des collectionneurs eux-mêmes. Donc ils se sont dit, ben voilà, comme moi je le fais en travaillant ici, c'est aussi pour le plaisir, pas juste pour gagner ma vie. Donc ils le font aussi pour ça. Oui, et pourquoi ils sont nombreux ? Ben voilà, oui, parce qu'aussi dans cette petite économie où personne ne gagne beaucoup d'argent, je pense pas, mais on peut vraiment se faire plaisir et quand même en vivre. Pas mal de gens se sont dit, en voyant certains le faire, moi aussi, et puis surtout parce que les droits des films, malgré tout, sont beaucoup moins chers qu'avant. Ouais, et donc, voilà, tu peux, sans être millionnaire pour lancer ta boîte, lancer une boîte. Il faut bien choisir les premiers titres pour qu'il y ait un roulement quand même au départ, mais n'importe qui peut monter une maison d'édition de DVD ou de Blu-ray en ce moment. Ouais. D'accord. Tu avais failli monter une maison il y a très longtemps, je me souviens d'un film de D'Amato. Ça c'était de Laserdisc. Ah, c'est ça. Alors c'était quoi ? Et c'est les deux premiers, ouais, c'est ça. C'était Anthropophagus et j'ai encore la bande démo. Je l'ai sur une bande vidéo là. Je me souviens même plus du nom de la boîte.
Putain, et pourtant on l'avait déposé, ça avait coûté de la thune. Et à l'époque, en plus, là, c'est pour ça que je parle des droits, parce que je me souviens très bien, c'était super cher. Ouais. Et on a heureusement qu'on ne l'a pas fait, étant donné que 6 mois après, le Laserdisc n'existait plus. Oui, le DVD arrivait. Ouais, c'était la fin. Ouais. Et puis après, comme j'ai bossé tout le temps, j'ai jamais eu le temps de... Voilà. C'était une niche, hein, quand même, les laserdiscs. Hein. Bah oui, mais tu sais, finalement, je crois qu'on n'est pas loin d'y retourner. Hein. En tout cas, sur Paris, vu la configuration, et encore, en LD, il y avait pas les ventes sur le net, ça n'existait pas, mais tu avais quand même pas mal de boutiques. J'ai l'impression que, ouais, je pense de mémoire que tu avais beaucoup de tirages à 800, 1000, 1200 exemplaires qui se vendaient, et c'est vrai aussi maintenant. Ouais, mais c'était les coffrets à 1000 balles. Hein. Ah, c'était beaucoup plus cher. C'était $150. Toi, mais bon, on a... Oui, c'est-à-dire c'était encore plus élitiste par rapport au prix, évidemment. Mais s'il y a eu un moment en France où ça a vraiment marché, quoi. Après, les gens, évidemment, ils n'achetaient pas comme ils peuvent le faire en DVD 20 films parce que ça coûte 5 €, ils en achetaient moins. Mais... Il y avait un rayon import au Virgin monstrueux. Ouais, ça marchait vraiment bien. Donc on peut aller dans l'idée que Internet et le physique peuvent fonctionner. Ben oui, enfin, c'est-à-dire c'est incomparable parce qu'Internet ça fait plus que fonctionner. Mais par contre, ce qui est certain, parce que je pense qu'on va y venir à un autre et ça me paraît clair, c'est que là, avec l'Ultra HD, on arrive déjà à un stade de haute définition que le Blu-ray avait déjà atteint, mais encore mieux. Il y a encore beaucoup d'autres possibilités techniques et technologiques, mais là, sur un support physique, je crois qu'on n'ira pas plus loin. Bah là, on atteint la qualité au cinéma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en salle, on projette souvent en 2K, maximum 4K. Donc finalement, bon, c'est un peu mieux compressé, voire pas compressé du tout, mais c'est vrai qu'il n'y a plus... Après, ça devient de la satisfaction intellectuelle. Alors, c'est de la truc filmé pour en 8K ou 16K, mais bon, par rapport au patrimoine cinéma, 4K, on est arrivé quasiment à la qualité de la pellicule. Mais tu penses qu'il y aura des Blu-ray qui sortiront en 8K, par exemple? Non, je pense pas. Après, le 4K, c'est le maximum? Tu sais, déjà, le 4K, moi, quand j'ai vu apparaître ça, je ne sais même plus c'était quand, mais il n'y a pas si longtemps, quoi. Au début, j'y croyais pas l'ombre d'un instant, quoi. Mais en même temps, tu me diras, à l'époque de j'allais dire la fin du DVD, mais non, c'est pas fini. Quand le Blu-ray est apparu, j'y croyais pas non plus, donc, mais après tout... Mais c'est ça, finalement, le paradoxe, c'est la multiplicité des formats en même temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 3 formats qui cohabitent. Ça, c'est vraiment super chiant, et ça l'est, à mon avis, et les éditeurs le disent parfois. C'est quand même un peu relou d'avoir... surtout, ça te fait forcément un boîtier plus épais, où tu dois mettre 3 disques dans le boîtier, quoi. Qui sont heureusement maintenant les lecteurs. Chaque nouveau lecteur, il n'y a pas ce problème qu'il y a pu avoir avec les jeux vidéo et autres. Tu peux lire tous les formats, mais bon. Renouvellement aussi chez soi d'une nouvelle télévision, d'un nouveau lecteur qui lit le 4K, etc. quoi. Donc. Ah ouais, non, mais ça c'est un coût. Il faut vraiment, faut soit avoir les moyens, soit être fan de toute façon. C'est ça. Et les deux vont pas nécessairement ensemble. Et voilà, nous sommes très heureux d'être là à Metaluna avec le boss de Metaluna. Merci. Et justement, le morceau qu'on a écouté là de Morricone, Diabolique, ça fait le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure avec les éditeurs, etc. Ça, c'est quand même un des paradoxes justement des ayants droit de la distribution des films. Diabolique, c'est un film de Mario Bava des années 60 que beaucoup de gens aiment bien quand même, et qui est ressorti dans tous les pays. En DVD et dernièrement en Blu-ray enfin aux États-Unis, et qui n'est toujours pas ressorti en France parce que il y a des problèmes de droit. Alors, tous les éditeurs sont intéressés. C'est un film qui a un certain potentiel en plus d'être excellent. Et c'est encore ça qui bloque pour pas mal de films. Il y a 2 choses qui bloquent. Il y a ce problème de droit, il y a aussi le problème de matériel pour certains films. Mais là, c'est pas le cas. Voilà, une belle copie de Diabolique, même s'il y a moyen de faire mieux que ce qui existe. C'est loin d'être introuvable, quoi. Il est ressorti il n'y a pas longtemps là, chez Shout. Et là il vient de ressortir aux États-Unis en Blu-ray, et c'est sympa, mais alors tu as quand même déjà le disque est régionalisé pour les gens, il faut avoir un lecteur spécial. Il est qu'en anglais, ce titre en anglais, il n'y a pas ni la version italienne ni la française qui était très sympa, et la copie est bien, mais elle n'est pas mieux que ce que tu trouves sur le net ou de ce que passe Paramount Channel par exemple. T'es un peu déçu donc en fait? Pour un film que j'adore, j'aimerais, de toute façon, c'est pas très grave parce que Bava et Diabolique, n'importe quelle édition qui sortira, je l'achèterai. Et le t-shirt aussi. Et voilà, et le t-shirt aussi.
Et donc c'est pas gênant. Ce que j'aimerais, c'est avoir quelque chose de parfait et d'officiel, où il y ait la version française, où il y ait une édition qui ressemble à autre chose qu'un truc tout simple. Une belle édition avec des suppléments, etc. Quoi, c'est ça. Ouais. Pour la question qu'on entend souvent, c'est les droits. Pourquoi il n'y a pas une normalisation de droits au cinéma en fait? C'est impossible parce que t'as les films qui appartiennent aux majors. Alors après, il faut négocier avec les majors, où il y a des boîtes qui s'occupent de négocier avec elles, etc. Après, tu as les coproductions. Diabolique, c'était le cas. C'est des coproductions entre plusieurs pays, donc il y a plusieurs ayants droit. Ça peut même parfois, pour certains films, un film français là dernièrement, il y avait 4 ayants droit différents. Il peut y en avoir un qui est d'accord, mais si les autres sont pas d'accord, tu peux pas exploiter le film, quoi. Et il y a ceux qui te vendent les droits et qui les ont pas. Et oui, ça, il y en a beaucoup aussi, ouais. Ou alors, et de plus en plus souvent, qui ont effectivement les droits, mais pas le matériel, ou vice versa. Mais c'est très compliqué. Alors il y a les éditeurs, justement, actuellement. Je vais le citer, parce que sinon il dira que je ne l'ai pas cité, le chat qui fume, Stéphane, qui bosse particulièrement bien sur ce sujet-là, et ce qui sort, c'est toujours, pour le film qu'il a sorti, toujours la meilleure édition au monde, quoi. Voilà, ferme la parenthèse. Mais voilà, il n'a pas, comme tout le monde, il ne peut pas tout sortir, il n'a pas accès à tout. Et puis il y a plein d'autres éditeurs qui bossent très bien aussi, bien sûr. Mais il y a des films comme Diabolique qui était l'exemple où, pour l'instant, tout le monde devrait le sortir, quasiment, et personne ne peut le sortir en France. Mais ce qui est intéressant, par exemple, avec Stéphane, c'est qu'il m'expliquait qu'aussi qu'il y avait des Blu-ray qui sortaient à l'étranger, où il y a un sous-titre français, et là, pour l'éditeur français, il ne peut pas le sortir. Et il me parlait du cas de Nécromantique, en particulier, qui est un fan de Nécromantique. Je tiens à le remercier parce qu'il a assisté à la nuit Nécromantique. Stéphane. Et il était très intéressé pour distribuer. Pour le sortir, Mais le problème, c'est qu'il y a un Blu-ray ou un DVD qui existe, je trouve, avec un sous-titre français. Donc l'allemand, enfin, que le réalisateur a sorti lui-même de mémoire. Exactement. Quoi. Il a quand même pris le risque avec Lorraine, qui était le même cas. Un film de Robert Siegel, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il était sous-titré en français. Mais il date de quand? Avec de pas mal d'années, non? C'est ça? 89. Ouais. Et là, il l'a ressorti malgré tout, Chat qui fume. Ça, c'était un film très méconnu. Effectivement, il y avait un Blu-ray allemand, sous-titré français, avec les mêmes sous-titres que sur le français. C'était un film très peu connu, donc que les gens découvrent. Là. C'est vrai que Nécromantique, il y a eu tellement d'éditions depuis la VHS, n'est-ce pas? Oui, depuis Action Film, quoi. Donc, c'est moins évident, et ça a un potentiel moins évident, quoi.